L'industrialisation est-elle la seule alternative qui s'offre à l'Afrique pour sortir du sous-développement? C'est la grande question au cœur de ce numéro de votre débat Espace Éco. Et pour en discuter, j'ai à mes côtés deux invités que je vais me faire le plaisir de vous présenter dans un instant. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je souhaite aussi la bienvenue à Steve Roda. Il est économiste et entrepreneur agricole. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Ok, merci Inès et bonjour aux téléspectateurs de Sika TV. En face de vous, Monsieur Kodjo Atto, spécialiste en marketing et stratégie. Merci également à vous d'être là. Bonjour, Madame Inès. Alors, la question de l'industrialisation de l'Afrique, on le reconnaît, se pose aujourd'hui avec acuité et nous interpelle tous désormais. Vous, Steve Roda, en tant que spécialiste, entrepreneur agricole, si je veux être précise, comment est-ce que vous percevez la question? D'abord, je tiens à dire merci à la rédaction de Sika TV pour avoir choisi ce thème parce que aujourd'hui, la question de l'industrialisation, c'est une question qui n'est pas abordée dans le débat, dans les économies africaines. Et aujourd'hui, aborder ce débat, c'est très intéressant et je tiens à remercier la rédaction qui a choisi ce thème. Et j'aimerais dire que la question de l'industrialisation, c'est une question qui est fondamentale aujourd'hui pour les économies africaines. C'est d'ailleurs une question qui est transversale sur tous les objectifs de développement durable. Quand vous industrialisez votre économie, vous avez déjà réglé les questions de faim, les questions d'énergie, les questions de ressources humaines, de santé, pas mal de choses. Donc je pense qu'aujourd'hui, il nous faut absolument aborder la question de l'industrialisation. Il n'est pas concevable qu'après 60 ans d'indépendance, on soit en train de produire ce qu'on ne consomme pas, de consommer ce qu'on ne produit pas. Il n'est pas concevable qu'après 60 ans d'indépendance, on ne puisse pas aujourd'hui transformer sur place nos produits. Il n'est pas possible qu'en 60 ans d'indépendance, on continue de concevoir des programmes de formation dans nos écoles et universités qui n'abordent pas la question de l'industrialisation de l'Afrique. Donc pour moi, c'est une question qui vaut la peine d'être débattue dans tous les débats économiques en Afrique aujourd'hui. Kodjo Atto, cette question vous interpelle aussi? L'industrialisation de l'Afrique? L'industrialisation de l'Afrique est une question capitale qui doit concerner tous les peuples africains. On sait que l'industrialisation est considérée comme un pouvoir terrible pour une domination des peuples. On est d'accord que les pays qui se sont industrialisés d'une manière ou d'une autre sont parvenus à donner à manger suffisamment en qualité et en quantité à la population. Après, en dehors de ça, ils sont parvenus à maîtriser tous les systèmes qui permettent à ces pays, à ces nations qui se sont industrialisées de donner une qualité de soins à leur peuple. L'ami l'a dit tout à l'heure, si un pays ou bien le continent africain, jusqu'à l'heure où nous parlons, n'arrive pas à transformer ce que nous produisons, je ne pense pas que d'ici à là, il va tenir dans le siècle, le 21e siècle dont on parle en général. Après ça, quand on prend tout le monde entier, tous les continents, l'Afrique est le seul continent à ne pas avoir un plan idéal d'industrialisation. Alors, on se pose la question de savoir, le problème se situe où? Alors là, on revient en arrière, bien avant 1960. Que les colons, nous, on va se statuer sur la colonisation française. Ils n'ont jamais accepté que les Africains, surtout dans la zone francophone, produisent et transforment leur production locale. Après 60 jusqu'à 90, mais il y avait un creuset qui était basé à Lagos, qui ont élaboré un plan d'industrialisation de l'Afrique. Mais tout juste après 80, grâce à une crise
tous ces projets, tous ces plans ont été abandonnés systématiquement. Je me réfère aujourd'hui par rapport à Zedleka, qui devait prendre corps le 1er juillet. À cause du coronavirus, reporté à janvier. Reporter ça en janvier. Ce qui ne devait pas être. Nous sommes dans un monde aujourd'hui flou et on doit y aller avec. Si on sait que l'industrialisation est venue pour rendre indépendant le peuple africain, pour rendre solide l'Afrique, pour rendre autonome l'Afrique, rien ne devait arriver freiner cet élan de l'industrialisation du peuple africain, du continent africain, je l'ai dit. Alors Steve Orda, d'après vous, qu'est-ce qui a pu freiner jusqu'ici l'industrialisation de l'Afrique? Si on remonte à la colonisation, il a été appliqué dans les territoires français. La colonisation française a installé ce qu'on appelle le direct rule, le système d'administration directe, où le colon était celui qui définissait toute la politique, toute la stratégie de l'économie de cette colonie-là. De l'autre côté, on a utilisé le indirect rule, qui était un système d'administration indirecte où on avait impliqué le colonisé dans l'organisation de la cité. Mais aujourd'hui, il faut dire que la Chine et plein d'autres pays ont été également colonisés. Mais le problème avec les pays au sud du Sahara, qui pour la majorité ont été colonisés par la France, n'ont pas coupé le cordon, le cordon ombilical, en griffe, le cordon ombilical de la colonisation. C'est ce qui fait aujourd'hui que nous sommes dans une situation où on continue de produire les cultures de rente pour alimenter les économies en Europe. Ouais, donc quand vous réfléchissez comme ça, il est difficile pour vous d'aller vers l'industrialisation. Bon, pour parler tout simplement, quand on parle de développement d'une économie, c'est très simple. Vous développez l'agriculture. L'agriculture se porte bien. Vous mettez tous les moyens pour que les gens produisent plus. Lorsque les gens produisent plus, cela entraîne automatiquement une dynamique au niveau de la transformation. Nous avons beaucoup de tomates, nous avons beaucoup d'arachides, du riz, et nous devons maintenant les transformer. La transformation de cette industrie-là va entraîner également le développement du secteur des services, des routes, des infrastructures, tout ça. Donc, tant que vous n'avez pas développé l'agriculture, il est difficile que votre secteur industriel se développe. Et si votre secteur industriel ne se développe pas, vous n'avez pas un secteur tertiaire qui est développé. Et quand vous suivez le processus comme ça, vous allez voir qu'automatiquement, vous avez beaucoup de création d'emplois. Vous avez une valeur ajoutée au niveau des produits qui sont transformés. Et comme ça, vous êtes sûr de mettre en place un système d'industrialisation cohérent. Mais quand vous refusez de couper le cordon ombilical du colonisateur, vous êtes toujours obligé de faire ce qu'on est en train de faire. Dans certains pays, c'est le cacao qui est produit et qui n'est pas transformé. Les populations n'ont pas droit, ils ont du mal à s'acheter une plaquette de chocolat alors qu'ils sont les producteurs. D'un autre côté, vous allez voir des pays où on développe le coton alors qu'on continue d'acheter les habits à Bissebo dans les friperies. D'un autre côté, vous avez des gens qui ont des mines, qui ont l'uranium, qui ont tout ça, mais qui continuent de végéter dans la pauvreté. Donc, il faut changer la manière de réfléchir. Il faut couper le cordon. Il faut se concentrer sur les produits locaux. On a la chance d'avoir des ressources naturelles qu'il faut transformer. Donc, moi, je pense qu'on n'a pas avancé parce qu'on a refusé volontairement de couper le cordon ombilical de la colonisation. Condoato, le cordon ombilical, il est toujours présent aussi, d'après vous? Oui, le cordon ombilical suppose pour moi le changement de mentalité. Tant que les Africains, nos dirigeants africains, qui sont à la charge de proposer des idées, des stratégies à l'industrialisation, ne changent pas leur mentalité, le problème va toujours se poser. Quand on prend l'exemple, il a dit tout à l'heure, de la Chine, c'est l'exemple qui me plaît moi tout le temps, la Chine. Mais la Chine, avant 60, était comme nous, n'avait pratiquement rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont élaboré une stratégie, d'accord, qu'ils ont dénommée en 1957 le grand bond. Le grand bond. Ce grand bond a constitué à des stratégies séquentielles qui a permis en son temps
de mettre tous les villages, les communes ensemble pour leur donner une directive, pour dire nous en avons assez souffert. Aujourd'hui, nous devons aller à la coopérativisation en matière de la production locale. En ce moment, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient implanté dans chaque commune délimitée, bien sûr, des industries qui achevaient ou bien transformaient en même temps les productions locales. En ce moment, qu'est-ce qui s'était passé? Après tout, ils ont réussi à former à l'époque des classes villageoises, c'est-à-dire les classes bourgeoises villageoises qui ont repris la main d'investir à leur tour dans les petites et moyennes entreprises. Et ça a créé à l'époque énormément d'emplois. La transformation a suivi et tout ça. Mais quand on revient dans le contexte africain, ce schéma devait être copié autrement. Au moins, si on n'est pas intelligent, au moins on a le regard quand même sur certaines choses pour les copier. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, nous demandons à ceux-là qui sont à la charge de voir de très près ce qui s'était passé et de voir en même temps aussi que le peuple africain souffre énormément, qu'il faut aller vite. Nous sommes des enfants gâtés quand même. La Chine n'avait pas trop de technologie aujourd'hui. Le Japon, les machins n'avaient pas trop de technologie aujourd'hui. Mais nous avons ça à la portée des mains. Nous pouvons les utiliser pour dépasser et surpasser ceux-là qui sont en face de nous et qui ne veulent pas que nous nous industrialisons. OK? Alors Steve Roda, quels sont d'après vous les leviers sur lesquels il faut travailler aujourd'hui pour aller de l'avant? Ok, je vais poser trois conditions, selon moi, trois conditions fondamentales pour aboutir à une industrialisation. La première des choses, c'est qu'il faut un environnement qui est favorable. Donc, il faut mettre des conditions pour que les petites et moyennes entreprises, comme M. Kodjo a dit, puissent se développer. Il faut mettre les conditions pour que les communes, parce qu'il faut décentraliser aujourd'hui le développement. On se rend compte que tout le monde est dans les grandes capitales économiques. Donc, il faut décentraliser le développement. Comme ça, on sait que celui qui est à Parakou ou quelque part dans le nord de la Côte d'Ivoire ou au Mali peut rester chez lui, bénéficier quand même de l'emploi qui sera créé par une industrie qui est là-bas. Donc, il faut créer toutes les conditions à ce niveau. Deuxième condition, c'est le renforcement du capital humain. Ceux qui vont faire le développement, ceux qui vont faire la technologie, qui vont industrialiser, ce sont des braves valides, ce sont des jeunes Africains. Donc, le système d'enseignement ne peut pas fonctionner comme il fonctionne aujourd'hui parce qu'il est producteur aujourd'hui de chômeurs qui ne peuvent pas compétir sur le marché de l'emploi et qui ne peuvent pas créer, qui ne peuvent pas industrialiser. Donc, il faut revoir nos cursus de formation, nos curricula de formation, de sorte que déjà, on puisse déjà, comme le Rwanda est en train de faire aujourd'hui, introduire d'abord l'entrepreneuriat. Aussi, il faut former des gens qui sont techniquement bons, des gens qui sont professionnellement très bons. Donc, le cursus et puis les conditions doivent être améliorées. La dernière chose, c'est le recherche-développement. Il faut mettre l'accent dans la recherche pour le développement. Parce que quand on parle d'industrialisation, c'est des machines, c'est des technologies. Et pour faire ça, il faut vraiment faire de la recherche-développement. Donc, si on a les trois conditions qui sont réunies, on est sûr de pouvoir aller à l'industrialisation. Donc, créer un environnement favorable. Et deuxième, renforcer le capital humain à tous les niveaux et financer dans la recherche. Je suis également consultant pour l'IRD sur les objectifs, les expositions sur les ODD. Et vous allez constater que les pays africains, dans les grandes majorités, dépensent à peine 1% de leur budget dans la recherche, contrairement aux Asiatiques, aux Américains. Donc tout de suite, on voit déjà que sur le terrain, il y a beaucoup plus. Ceux qui publient, ceux qui font sortir la technologie sont ceux qui mettent beaucoup d'argent dans la recherche-développement. Je prends le cas, par exemple, les États-Unis avec le GAFA, Google. On a Google, on a Amazon, on a Facebook, et puis on a, je pense, Google, Amazon, Facebook et puis Apple. Voilà. Ce sont des entreprises qui ont produit de la technologie parce que le pays finance la recherche. Donc je dirais que si ces trois conditions sont réunies,
on est sûr de pouvoir aller au moins vers l'industrialisation, une première étape de l'industrialisation en Afrique. Kodouato, qu'avez-vous ajouté? Sur quoi doit-on travailler aujourd'hui pour aller de l'avant? Oui, il a assez dit sur ce sur quoi il faut travailler pour atteindre cette industrialisation. Je voudrais compléter ceci pour dire que, toujours dans le cas de la Chine a été industrialisée s'il n'avait pas l'apport de l'URSS à l'époque. D'abord, il faut concevoir le plan d'industrialisation d'abord. C'est ce que la Chine avait fait. Et à l'époque, il avait reçu de 1,65 milliard de dollars de la part de l'URSS, qui lui a permis à l'époque de financer 156 projets d'industrialisation. Après, complété par l'Europe occidentale avec 770 millions de dollars, qui lui a permis de s'intégrer dans l'industrie lourde. OK? Donc, en Afrique, pour aboutir à cette industrialisation, il faut forcément avoir le cycle de financement. Le cycle de financement, après, miser sur la formation. Il faut former les ingénieurs. Il faut former les techniciens, les experts, de tous ordres. Et ce qui va permettre, quand les industries seront implantées, maîtriser le cycle de rechange, de production, et de telle enseigne qu'on n'aura plus recours à ces experts extérieurs. Troisièmement, il faut forcément que, et comme vous venez de le dire, insérer la culture d'une industrialisation gagnante à nos enfants. À nos enfants, c'est quelque chose de très capital. Et de permettre à ces enfants de s'initier aux affaires, de s'initier aux productions. Vous l'avez si bien souligné tout à l'heure, la recherche ne vaut rien en Afrique. Il faut investir. On considère que c'est de l'argent gaspillé. Très bien, de l'argent gaspillé, alors que c'est de la part les richesses même d'une nation. Les richesses sont des richesses qui produisent des valeurs, des vraies valeurs ajoutées. Alors que nos dirigeants en font le contraire. Du coup, il faut aussi, pour aller à cette industrialisation, le renouvellement des classes dirigeantes. Un renouvellement des classes dirigeantes. Si ce qu'on voit là en Afrique, au Bénin, au Togo et ailleurs, si ces gens-là, on les laisse et puis continuer avec leur relais, je pense que tout effort seront toujours à l'eau en matière de développement industriel. Alors Steve Roda, ne pensez-vous pas que pour exploiter les opportunités d'industrialisation qui se présentent à l'Afrique, il faudrait aussi quand même valoriser les produits nationaux, les productions agricoles? Bien sûr, bien sûr. Comme je l'expliquais au début, vous avez l'agriculture qui se passe bien. On produit. Lorsqu'on produit, il faut transformer. Et transformer, ça veut dire il faut d'abord satisfaire le marché local et exporter le surplus. Donc, si on continue de ne pas valoriser ce qui est produit, si on continue de ne pas valoriser ce qui est produit local, ce qui se fait, c'est que les produits importés vont venir concurrencer la production locale et qui va décourager ceux qui sont en train de produire au plan local. Donc, le schéma que je viens de dresser, développer l'agriculture, révolutionner les industries et créer une dynamique au niveau des tertiaires, va s'estomper. Parce que le producteur qui a produit et qui n'a pas pu vendre parce que en temps les gens ont préféré le produit importé, de plus en plus sera découragé. Donc, s'il est découragé, il arrête de produire. S'il arrête de produire, pourquoi créer une dynamique d'industrialisation si la production ne marche pas? Donc, il est capital que nous devons valoriser tout ce qui est produit au plan local d'abord et, comme certains pays l'ont fait, consommer d'abord le produit national et ensuite se tourner vers l'autre. C'est ça qui peut entraîner cette dynamique au niveau de la production et ensuite faire le processus normal pour qu'on parte vers le développement de notre État. Donc, le consommation national, j'ai bien apprécié l'expression local, ça fait trop, c'est trop restrictif. Donc,
consommer nos nationales, c'est fondamental si on veut vraiment aller vers une industrialisation de nos économies. On sait que l'Afrique est le deuxième continent le plus peuplé au monde, mais le continent représente moins de 2% du commerce international et de l'industrie manufacturière mondiale. Alors, face à ce tableau, est-ce que réellement on peut y arriver? On ne peut pas y arriver si les 3 conditions que j'ai posées préalablement ne fonctionnent pas bien. Donc, et qui va apporter le déclic? Ça va venir d'où? Le déclic à divers niveaux. Donc, je vais parler plus simple parce qu'on fait toujours le débat de l'État, l'État des gouvernants. Chacun doit prendre sa responsabilité. D'abord, au niveau au bas de l'échelle, la famille. C'est dans la famille qu'il faut construire les futurs dirigeants du pays. Donc, quand on parle du président de la République, du ministre et tout ça, ils viennent d'une famille. Donc, dans la famille, déjà, les parents doivent pouvoir inculquer à l'enfant cette ambition de pouvoir être un acteur de développement pour son pays. Donc, que de dire à l'enfant, il faut juste aller chercher les concours d'État pour pouvoir t'insérer facilement. Non, il faut le dire, oui, toi, tu es un acteur de développement, tu dois contribuer à développer ton pays et formater l'enfant pour qu'il soit vraiment capable. Dès la base. Envoyer les enfants également à s'appuyer sur leur talent. Parce qu'aujourd'hui, les parents veulent que les enfants fassent ce qu'ils désirent. On choisit à leur place. Voilà, choisit à leur place. Si l'enfant il est talentueux, je pense que vous connaissez l'histoire de Sadio Mané par exemple, où il veut développer sa passion, on lui demande forcément de faire telle chose. Non. Donc ça c'est de la responsabilité des familles déjà. On arrive maintenant à la responsabilité du citoyen. Le citoyen également doit comprendre que, comme Kennedy l'a dit, c'est pas ce que je ne veux pas attendre ce que mon pays m'apporte et ce que moi j'apporte à mon pays et contribuer. Le secteur privé ne doit plus laisser aujourd'hui l'État faire tout. Le secteur privé doit jouer son rôle. Et là, c'est l'occasion de dire à nos États également, à nos gouvernants, de jouer juste le rôle de régalien. L'État régule l'économie. L'État n'est pas un État qui fait du business, n'est pas un État qui fait... Moi, je conçois l'État comme une structure qui régularise quand il y a un problème. C'est le secteur privé qui va créer l'emploi. C'est le secteur privé qui développe. Et c'est le secteur privé sur lequel il faut s'appuyer pour développer nos économies. Et pour finir maintenant sur l'État, l'État doit veiller à ce que les conditions qu'on avait définies pour aller vers une industrialisation se passent bien. L'environnement des affaires. Aujourd'hui, c'est déjà un effort dans beaucoup de pays africains où on travaille sur, avec le doing business, on travaille sur le climat des affaires, c'est bon. Aussi, il faut revoir le système d'enseignement. Le cordon est toujours là. Dans l'enseignement, le cordon ombilical colonial est toujours là. On continue de dispenser des choses qui ne valent rien qui n'apportent pas de valeur ajoutée aux enfants. Les universités, il faut mettre également les conditions pour que dans les universités, ce soit par exemple des professionnels qui viennent dispenser les cours. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on a beaucoup plus d'enseignants à l'université qui sont dans la théorie. Il y a des universités privées qui ont commencé à faire ça, c'est bien. Moi, je préfère, pour parler de marketing au Bénin, qu'on envoie la dame de Dantokpa enseigner à l'université le marketing. La dame de Dantokpa qui sait déjà comment est-ce que l'économie se déroule, à quel moment la tomate va monter, elle est mieux placée pour parler de marketing au Bénin que de parler de celui qui va aller faire peut-être une théorie ailleurs. Donc pourquoi pas utiliser ces professionnels-là dans nos universités, dans nos écoles pour enseigner. Ça permettrait également de pouvoir d'être pragmatique sur les questions de développement. Et pour finir, la recherche-développement, il faut vraiment qu'il y ait une connexion entre les universités et puis les besoins du marché, les secteurs privés. Par exemple, les soutenances. Je sais que quand on était à l'université, on fait une soutenance, on se lève un matin, on voit un sujet sur le net, on dit que sinon. Il faut mettre une correction. Moi, je suis une entreprise. Nous avons notre entreprise. Nous avons identifié des besoins qu'on ne comprend pas. On va voir l'université pour dire que sur les questions d'accès au marché pour les producteurs, c'est un sujet qui est compliqué. Et on aimerait que les étudiants, dans le cadre de leur mémoire, puissent s'appuyer sur un tel sujet. Ils font la recherche, ils nous apportent la solution, eux-mêmes ils apprennent quelque chose de plus et ça apporte quelque chose à l'économie. Donc ce sont juste des solutions simples pour booster la recherche-développement pour qu'on fasse des choses qui sont utiles pour nos économies. Merci beaucoup. Kojo, tout à l'heure, vous avez, beaucoup interpellé nos dirigeants. Alors nous, citoyens, quelle est notre part? Vous savez, tout dépend de la stratégie politique. Pour qu'un citoyen soit à même de penser du vrai en action,
il faut qu'il y ait forcément un certain support. Si ces supports n'existent pas, je parle de l'éducation. Il faut forcément une base éducationnelle qui va formater le cerveau de chaque être, de chaque individu sur l'enjeu même de ce qu'on appelle industrialisation aujourd'hui, ce qu'on appelle la création de la valeur ajoutée. Il faut formater l'homme sur des responsabilités, sur ses responsabilités en tant qu'individu qui doit apporter beaucoup de choses à la nation. Vous voyez? Donc, du coup, quand on prend de façon individuelle, chaque être doit aussi se cultiver, se déterminer pour chercher des informations, se cultiver pour chercher tout ce qu'il faut pour appuyer ce que l'État a déjà fait. Ça aussi est très capital. Quand on sait que l'agriculture est d'abord la base de toute industrialisation, il faut que ceux-là qui veulent aller dans l'agriculture se donnent des moyens. Même si aujourd'hui l'État est un peu réticent à investir dans l'agriculture, nous avons aujourd'hui les possibilités nécessaires pour que chaque individu qui aime l'agriculture puisse aller en ce sens. Sa responsabilité aussi se situe là, en tant qu'individu, pour pouvoir apporter un plus à la valeur ajoutée. Steve Oda, justement, vous êtes entrepreneur agricole. Est-ce que vous avez toute la main libre pour travailler comme il faut? Oui, nous avons la main libre pour travailler. Il faut dire que déjà, on démarre une expérience à partir de cette année, s'il plaît à Dieu, quitte à pouvoir utiliser la technologie pour révolutionner. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui veulent se lancer dans la technologie doivent se positionner sur des créneaux qui les intéressent. Moi, je ne fais pas l'université, je sors pour dire que je vais utiliser la DABA. Donc, les jeunes peuvent se positionner sur le long de la chaîne de production. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est quoi? C'est que en début de campagne, nous, on veut introduire dans les filières céréales, à commencer par la riziculture déjà, des drones qui essaient de cartographier les champs, qui essaient d'analyser les stress. Et donc, le producteur a l'information qu'il a la possibilité de faire l'épandage de ses herbicides ou de cartographier son champ avec des drones. Et donc, il a des informations précises pour dire qu'ici, je dois appliquer parce que c'est mal fait. Donc, quand il finit de faire cela, nous, on est en train de digitaliser tout le conseil agricole. Donc, toutes les opérations que le producteur doit faire également, il va recevoir des notifications qui lui permettent de dire faire telle tâche, quitte à rendre précis tout ce qu'il fait. Et à la fin, nous lui proposons également des machines. Voilà, donc, c'est sur le créneau qu'on est pour le moment. Et les questions de technologie viennent appuyer ce qu'on fait. Donc, nous sommes dans la mécanisation. Donc, on apporte des machines pour accélérer le processus. Parce que le producteur, aujourd'hui, il ne peut pas gérer les machines. C'est le secteur privé qui doit travailler avec l'État pour aider les producteurs. Donc, le producteur a besoin du service. Nous, on vient lui faire la prestation, il paye et puis on disparaît. Comme ça, lui n'a plus à gérer les machines, les questions de... Vous les soulagez, voilà, en fait. Voilà, il est soulagé, il a tout de suite l'information. Il ne dépense pas beaucoup. Donc, le modèle d'affaires que nous on met fait que le producteur réduit de 50% ses dépenses par rapport aux pratiques manuelles. Et également, il a la possibilité rapidement de bénéficier également du crédit à partir de son mobile money. Et nous, on lui facilite tout ça. Donc, il est un acteur, il fait son travail. Et nous, on lui apporte toutes les solutions qui lui permettent de rentabiliser ses affaires et aussi de pouvoir se faciliter la tâche. Donc c'est comme ça le secteur privé peut faire. On a l'appui des gouvernants, on a la main pour travailler. Je pense que c'est de rechercher des jeunes qui sont intéressés également pour faire l'aventure avec nous. Alors la zone de libre-échange continentale africaine se profile à l'horizon après le dernier report. Ça va être pour janvier 2021. Est-ce que ce n'est pas une opportunité pour vous? Oui, c'est une opportunité pour nous, mais et pour l'industrialisation de l'Afrique en général. C'est une opportunité pour l'industrialisation de l'Afrique, mais ça sera une menace pour ceux qui ne sont pas prêts. Voilà, donc ici, les économies qui ne sont pas prêtes vont consommer le service des autres, parce qu'on est désormais dans une zone de libre-échange. Donc, il faut qu'on prépare cette zone-là. Nous, on fait notre job. On souhaite que nos États nous appuient à faire le job. Parce que si on ne fait pas le job, c'est que si la zone est libre, c'est que les économies qui sont les plus performantes, qui sont prêtes, vont venir nous imposer leur technologie ou leur savoir-faire. Donc, il nous faut être prêts pour que ce soit une opportunité.
Mais celui qui n'est pas prêt, ça devient une menace pour lui. Kodouato, vous pensez que la ZLECA sera une opportunité pour l'industrialisation de l'Afrique? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. La ZLECA doit être considérée comme une opportunité. Une opportunité en ce sens que ça va permettre à ceux-là qui ne sont pas encore prêts à tenter d'être prêts. À se mettre au pas. À se mettre au pas. Sinon, le temps court vite. Hein? On ne peut pas attendre ceux-là qui ne sont pas prêts pour commencer à agir. Non. La ZLECA doit être considérée aussi comme une opportunité dans la mesure de permettre un transfert de la technologie pour se mettre au pas. Ça a un coût. Je pense que dans l'agenda même de la ZLECA, il y a des structures, il y a beaucoup de choses qui permettront à ce que chaque nation qui en veut puisse aller directement à des conditions qui vont lui permettre d'aller au transfert de la technologie. OK? Donc, je voudrais aborder tout à l'heure le fait que vous avez d'abord permis à ce que des drones ou bien des choses là puissent appuyer les producteurs. Mais je voudrais même aller loin pour dire il faut autonomiser les producteurs à avoir leurs propres moyens de travail. Les producteurs, si jamais ils dépendent de quelqu'un d'autre, il ne va jamais aboutir à ses objectifs. La ZLECA est vraiment un système d'échange qui ne va pas pardonner. Qui ne va pas pardonner parce que ce sont des géants qui sont là et des petits aussi qui sont là. OK? Donc, il faut tout faire pour rendre autonome en matière de matériel de travail à ces producteurs. Pour aller loin, permettre à ces producteurs de tout faire pour transformer ce qu'ils produisent. Et c'est à eux et à l'État de chercher les zones d'écoulement de ces produits qui va leur permettre de rentabiliser ce qu'ils ont fourni comme effort. OK? Donc, la ZLECA aujourd'hui doit imprimer dans la vie de chacun, de chaque peuple, de chaque décideur politique, la notion de responsabilité engagée. Et cette responsabilité doit couler dans les veines de chaque peuple africain, de chaque dirigeant africain, pour dire attention, là où nous allons, si on ne fait pas attention, on se fera griller. Le monde ne fait plus de cadeaux. Le monde aujourd'hui ne fait plus de cadeaux. La Chine qui a souffert, la Corée qui a souffert, mais aujourd'hui, ce sont eux qui, au lieu de nous permettre d'aller ou bien de faire comme eux ou bien d'être comme eux, sont restés là et ils en profitent. Ils en profitent de nous. Si le monde ne fait pas de cadeaux et qu'en même temps vous parlez de transfert de technologie, bien sûr. Comment est-ce que ça va se faire? Pensez-vous que les pays industrialisés aujourd'hui sont prêts à transférer réellement la technologie? Vous savez, je prends toujours l'exemple sur la Chine. La Chine avait été colonisée par le Japon. Il avait mené la guerre d'indépendance. Il a réussi à se détacher du Japon. À cause de cette réussite, il a pu attirer l'attention de l'URSS qui lui a fourni les moyens nécessaires de plus de 1,5 milliard de dollars. Avec ça qu'il a commencé. C'est pour dire quoi? Dans tout ce que nous vivons, que le monde ne fait pas de cadeaux, il y en a des nations qui sont d'accord pour nous appuyer. Maintenant, le problème se trouve au niveau d'identification de ceux-là qui sont prêts à nous appuyer. Ça existe. Ils existent. Le transfert de la technologie existe. Et les moyens aussi existent. Il suffit simplement d'être à la quête de ces informations, de ces gens-là qui sont prêts à nous appuyer, c'est tout.
Steve Roda, le transfert des technologies, c'est vraiment réel? Moi, je pense que c'est possible, mais d'abord, pour que ce soit possible, il faut définir des partenariats stratégiques. Voilà. Parce que les prédateurs veulent toujours s'accaparer de leur proie. Donc, si vous êtes en position de proie, les prédateurs vont vous avaler. Donc, le partenariat stratégique permet à un État de rester prédateur face à un autre État qui est prédateur. Comme ça, comme on a l'habitude de dire, en griffe, les chiens ne se mangent pas entre eux. Alors donc, si vous ne définissez pas un partenariat stratégique, de sorte que lorsque je vais vers la Chine, par exemple, pour me réaliser des infrastructures dans mon pays, je dois veiller à ce que le transfert de technologies se fasse automatiquement. Ça, c'est une stratégie, c'est une stratégie que vous pouvez développer. L'autre stratégie, c'est que nos étudiants, les meilleurs, ou bien par moment, peuvent aller faire des immersions dans d'autres pays qui sont avancés en termes de technologie pour aller apprendre, pour faciliter le transfert de technologies. Donc, c'est le partenariat stratégique qui, selon moi, qui permet de pouvoir facilement avoir accès à la technologie. Sinon, si je suis puissant, pourquoi je ne vous impose pas moi ma technologie pour que vous soyez toujours dépendant de moi. C'est ce que tout le monde veut faire. Lorsqu'on est puissant, on cherche à dominer. C'est humain, c'est normal. Et pour nous résumer, Steve Oda, pensez-vous que l'Afrique va réellement atteindre l'émergence économique et la transition d'un continent à faible revenu vers une région intermédiaire grâce à l'industrialisation? Oui, grâce à l'industrialisation, nous sommes dans un processus. Donc je pense que c'est question d'étape. Première des choses, nous avons beaucoup de ressources humaines, de ressources, que ce soit humaines comme ressources naturelles, qu'il faut capitaliser. Donc aujourd'hui, tout ce qu'il y a comme ressources, l'Afrique détient encore le record des ressources, que ce soit humaines. Mais des ressources qui profitent aux autres. Oui, donc c'est pourquoi je dis que nous devons capitaliser et nous devons être conscients qu'il n'est plus question de donner aux autres et de se concentrer là-dessus, transformer sur place. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, c'est que, comme je l'ai dit, miser sur le partenariat. Ça peut également. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir la technologie. Aujourd'hui, il est plus facile pour les étudiants aujourd'hui, ou même pour toute personne qui veut présenter un document ou présenter une thèse, d'aller chercher l'information sur Internet. Il y a même des tutos qui expliquent comment réaliser des produits, comment mettre en place des machines, tout ça. On peut aller sur Google, on peut taper et puis voir comment monter. On peut s'appuyer sur cette technologie. Avec le Covid, on a eu la chance que chaque pays est resté maître de lui-même. Donc pourquoi ne pas profiter, par exemple, d'une situation de Covid où les Blancs sont déjà très occupés à régler leurs problèmes que de se concentrer à pouvoir avancer un développement. On peut profiter, puis on avait toujours dit que la France empêche les pays africains. Aujourd'hui, la France était confirmée quand le pays africain est en train de danser dans les bars. Donc, ce n'est plus question que c'est la France, que c'est les États-Unis, que c'est l'Angleterre, mais que c'est à nous de prendre en charge notre avenir. Et pour que ce soit possible également, il faut améliorer le climat des affaires. Donc, industrie, ça veut dire secteur privé. Donc, est-ce qu'il est facile pour une industrie de s'installer au Bénin? Parce que si c'est pas facile, si c'est compliqué, je vais peut-être installer ça au Ghana ou un peu, ou bien peut-être même en France ou non. Donc, il faut réfléchir à ça parce que l'erreur que beaucoup de pays ont fait en allant s'installer, par exemple, en Chine stratégiquement, c'est que quand il y a eu le Covid, ils sont obligés de vendre toutes les industries. Donc, il faut vraiment miser sur le climat des affaires pour attirer. Le Bénin devrait être en réalité, un pays comme le Bénin devrait être en réalité la Suisse de l'Afrique. Donc, ça veut dire qu'attirer, parce qu'on a une position stratégique, c'était d'attirer tous les investissements, donc créer un peu de souplesse au niveau des climats des affaires pour que les gens puissent s'installer. Donc, aussi, améliorer le climat d'affaires, c'est l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, il faut commencer déjà comme le Rwanda l'a fait dans les écoles. Voilà. Parce que si vous n'avez pas l'esprit d'initiative à l'école, vous pensez, vous venez sur le marché de l'emploi chercher du travail. Aujourd'hui, c'est compliqué. Parce que je pense qu'il y a au moins 100 000 dans la plupart des pays qui sortent chaque année, qui viennent sur le marché de l'emploi chaque année. Et comment on va embaucher chaque année 100 000 personnes si on continue d'importer les produits d'ailleurs? Donc, il faut faire différemment les choses pour espérer changer les choses.
Kodjo, je vous retourne la même question. L'Afrique, selon vous, peut-il réellement vaincre le sous-développement grâce à l'industrialisation? Aucune nation sur cette terre ne peut vaincre le sous-développement si elle n'est pas industrialisée. Aucune. On a eu devant nous la Chine qui domine aujourd'hui. On sait comment. Les Africains savent pour comment elle a fait pour être à ce niveau. La Corée, tout récemment, les Africains savent pourquoi ils sont à ce niveau. L'industrialisation doit permettre aux Africains de se sentir véritablement africains et réellement indépendants. Merci beaucoup, M. Atto. Steve Roda, pour conclure. Pour conclure, je dirais qu'il faut changer nos manières de faire. Il faut améliorer nos climats des affaires. Il faut former des jeunes Africains capables de transformer leur économie. Et il faut surtout développer des partenariats stratégiques pour que la technologie serve aujourd'hui à industrialiser le continent africain. Kodjo Atto, je vous laisse la conclusion. Comme je viens de le dire tout à l'heure, pour absorber le taux de chômage, pour créer une économie dynamique, il faut aller à l'industrialisation. L'industrialisation va permettre aux Africains de se soigner efficacement. L'industrialisation va permettre aux Africains de vivre mieux et de plus en plus mieux. L'industrialisation va permettre aux Africains et à l'Afrique même d'être respectés parmi les nations. Et l'industrialisation va permettre à l'Afrique d'être au top, de prendre même le deal, même le leadership même du monde entier. C'est tout le mal, en tout cas, qu'on peut souhaiter au continent africain. Je rappelle, ses amis téléspectateurs, que j'étais sur ce plateau avec M. Steve Roda. Il est économiste et entrepreneur agricole. En face de lui, Kodjo Atto, spécialiste en marketing et stratégie. Chers invités, merci d'être passés sur Sika TV. Merci, madame. Et à très bientôt. Merci. If they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur Sika.